Comment attirer la réussite dans vos projets? Sur toutes les résolutions que nous avions, combien en a-t-on réellement tenu? Pour toutes les intentions que nous avions, quelles actions avons-nous concrètement mises en place? De la simple résolution d'arrêter de fumer à celui de changer d'entreprise, avez-vous déjà ressenti cette impression de stagner dans votre propre vie? Dans cette vidéo, je vais vous montrer sur quelle méthode vous pourrez vous appuyer afin de pouvoir concrétiser tous vos projets et surtout de pouvoir les transformer en succès. Ce n'est pas une promesse douteuse, mais le résultat de procédés simples, sans équivoque, auxquels ont eu recours tous ceux qui ont réussi et suscitent l'admiration de leurs contemporains. Vous n'y croyez pas? Alors restez jusqu'au bout, vous ne serez pas déçus. De par mon histoire, je vais m'appuyer sur mes observations auprès des athlètes de haut niveau, du monde des affaires, de la psychologie et des neurosciences. Ceci étant dit, concentrez-vous bien sur les minutes qui suivent. Avant de vous montrer comment transformer vos résolutions en réussite, observons et comprenons d'abord sur quel terrain nous allons cultiver le succès de nos choix. Pour ce faire, je vous propose de faire un petit voyage dans le temps. À l'époque où vous étiez sur les bancs de l'école ou même à l'université. Partant de là, quelle était selon vous la principale, si ce n'est l'unique, façon de considérer la réussite de l'enseignement que vous aviez suivi? La réponse est bien sûr évidente, les notes, ou si vous préférez, l'évaluation. Dans nos systèmes modernes, il est devenu impensable d'évoquer un enseignement sans prendre en compte son évaluation. Enfant, vous étiez évalué sur vos résultats scolaires, adulte, vous voilà désormais évalué sur vos résultats professionnels. L'évaluation est devenue un des meilleurs atouts pour motiver tout à chacun. Évaluation et motivation sont donc ainsi devenus liés par les liens sacrés de la performance. Petit aparté pour évoquer le terme de performance au sein de l'entreprise moderne. Au sein de votre entreprise et dans chacun de vos entretiens annuels, vous êtes évalué sur votre performance et gare à vous si les indicateurs qui l'expriment viennent à décliner. Dans l'entreprise d'aujourd'hui, la performance doit à minima se maintenir, voire une fois atteinte, être majorée afin de maintenir l'illusion d'une hypothétique constance de sollicitude de l'employé n'ayant de cesse de prouver son allégeance indéfectible. Pour le dire autrement, l'usage du mot performance est dans ce cadre détourné de sa nature et vidé de sa substance dans le sens où une performance est par essence un état de productivité d'exception et non un état de constance. Par exemple, une performance sportive résulte d'une accumulation synergique liant la disponibilité mentale, physique, technique et environnementale d'un athlète lors d'un événement où sa capacité de productivité sera mesurée. Une compétition par exemple. Dans un contexte contractuel liant un salarié et son dirigeant, je m'interroge si le terme de performance est vraiment bien choisi. Je vous laisse le soin bien sûr de répondre à cette question et revenons à présent au sujet qui nous occupe. Puisque l'évaluation et l'acquisition des connaissances sont devenues indissociables, qu'en est-il de l'impact de l'évaluation sur la motivation à acquérir ces mêmes connaissances? Quelles seront les conséquences sur la motivation lorsqu'une évaluation est considérée comme bonne ou comme mauvaise? La motivation est-elle orientée sur l'évaluation elle-même ou sur ce que celle-ci est censée évaluer? Lorsque vous étiez étudiant, étiez-vous davantage motivé par les conditions de l'évaluation ou par les savoirs véhiculés par la matière étudiée? La psychologie nous offre quelques éléments de réponse très intéressants. Il semblerait que notre niveau de motivation soit directement impacté par la perception de ce que l'on peut avoir sur l'évaluation d'une activité et sur les propres attentes de résultats. Qu'est-ce que cela signifie? Imaginons que vous ayez le projet de perdre du poids. Avec votre régime, vous posez des indicateurs de progrès simples, vous vous pesez chaque semaine et vous notez scrupuleusement les précieux chiffres que vous retourne votre pèse-personne. À cet exemple, l'évaluation est représentée par la pesée hebdomadaire. Les attentes de résultats sont les promesses du régime que vous avez choisi, par exemple 5 kg par mois. Durant les premières semaines, tout va bien. Les kilos s'envolent et tout est porteur de promesses. Mais après quelques temps, vous ne perdez plus de poids malgré une surcharge pondérale encore bien présente. Que se passe-t-il? Vous appréhendez votre évaluation hebdomadaire et les kilos qui y seront indiqués. Vous suivez pourtant toutes les indications du régime, mais voilà, toute progression semble s'être figée. Vous avez même peut-être repris un peu de poids. Vous ne comprenez pas pourquoi et votre motivation est au plus bas.
Cette situation est un grand classique chez les personnes sujettes au régime. Même si tout cela est parfaitement explicable, je ne vais pas m'écarter du sujet et rester sur la relation qui lie motivation et évaluation. Nous avons donc ici un contexte qui évoque une évaluation, arrêt de la perte de poids, qui ne met pas en évidence des critères sur lesquels nous n'avons pas le contrôle. Ici, l'incompréhension de la situation. Si la situation ne s'améliore pas, vous risquez d'arrêter votre régime et d'entrer dans une forme de résignation. C'est ce qu'ont mis en lumière les chercheurs Abramson et ses collègues qui évoquent une résignation apprise qui met en lumière que l'échec et la réussite doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle de la part de l'individu au risque de l'exposer à des dérives extrêmement fâcheuses. Nous pouvons prendre un autre exemple pour illustrer cette théorie. Imaginons un étudiant qui échoue à un contrôle. Il peut être tenté d'attribuer cet échec à divers facteurs. S'il considère que son échec est dû à sa paresse générale, il effectue une attribution interne, globale et temporaire. Dans cette auto-analyse, l'étudiant est conscient de la raison de cet échec et sur quel levier il peut s'appuyer pour améliorer ses résultats au prochain contrôle. Il n'est donc pas dans une situation qui favorise la résignation. Prenons maintenant l'exemple d'un autre étudiant qui attribue l'échec à ce même contrôle à un manque de culture générale qu'il juge irrécupérable à son âge. Cette attribution se caractérise par une dimension interne, globale et stable. L'étudiant considère que son échec est dû à un facteur intrinsèque, le manque de culture générale, qui affecte l'ensemble de ses compétences et qui est permanent. Dans ce cas, l'étudiant exprime également un sentiment d'impuissance face à la situation. Il estime qu'il ne peut rien faire pour améliorer sa situation et qu'il n'a aucun contrôle sur le résultat. Cette perception d'un manque de contrôle est caractéristique de la résignation apprise. Pourquoi vous ai-je donc parlé de la notion d'évaluation et de motivation ? Eh bien tout simplement parce que votre propre histoire scolaire, qui prend une large partie du temps de votre vie de jeune enfant à celle de jeune adulte, a profondément façonné votre rapport à la motivation. Nous voyons donc combien notre histoire personnelle, notre rapport à l'évaluation, à l'échec, à la réussite se sont inscrits profondément en nous sans même que nous soyons conscients des processus participatifs et des conséquences sur nos niveaux de motivation en général. Si dans le cadre de vos projets personnels, votre motivation est aujourd'hui en berne, le système scolaire y est certainement partie responsable. Pour le dire de façon plus crue, la sélection naturelle a abouti à ce que nous soyons conçus pour la réussite et, selon les individus, le système nous a bel et bien programmés pour l'abandon. Attention, je ne m'inscris pas dans le déterminisme et ne propose pas une base toute trouvée pour faire le plein d'excuses, car je pense qu'il est plus sain de ne s'en donner aucune, mais d'évoquer de potentielles circonstances. Maintenant, que faire de tout ça ? Afin de me persuader que rien n'est écrit au préalable, je me répète, tel un mantra, dès que je sens une baisse de volonté, la phrase suivante. Terrain plus comportement égale phénomène. Pour le dire autrement, et d'un point de vue stoïcien, le fait de ne pouvoir agir sur le terrain nous pousse à agir avec insistance sur nos comportements afin que les choses, les projets puissent se manifester. Il est maintenant temps de reprendre la main et de conjurer cette menace trop présente pour beaucoup trop d'entre nous. Allons chercher cette réussite qui n'a été que trop longtemps absente. Pour paraphraser Vince Lombardi, un célèbre entraîneur de football américain, j'aimerais rappeler que réussir n'est pas l'affaire du hasard. Réussir est l'affaire de tous les instants. Nous ne réussissons pas à un moment donné, de temps en temps, nous devons chercher à réussir à tout moment. Réussir est une habitude. Et malheureusement, perdre aussi. La vie nous retournons ce que nous sommes prêts à lui donner. Voyons dès à présent comment transformer une décision en résultat. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire et posez-vous dans un endroit tranquille afin d'allouer un maximum de ressources mentales à ce qui va suivre et pourra, si vous l'appliquez, changer factuellement votre vie. Êtes-vous prêt ? Vous avez des projets ? Vous décidez de les réaliser ? Alors je vais vous aider à passer à l'action. Avant toute chose, je vous conseille d'estimer votre niveau de lucidité vis-à-vis de votre projet ou pour le dire autrement, de vous interroger objectivement sur son état d'avancement. Est-il encore à l'état d'idée ? Quelle action avez-vous commencé à entreprendre réellement ? Gardez à l'esprit que parler d'un projet ne le rend pas réel. L'envisager va le rendre possible,
mais surtout le programmer va tout à coup le rendre tangible. Et c'est seulement là que tout commence. Nous devons maintenant identifier notre niveau de motivation initiale pour aborder ce projet. Le plus souvent, un projet se présente comme une réponse à ce que l'on appellera un irritant, que l'on a à souhait de circonscrire. Par exemple, je veux perdre du poids parce que l'image de mon propre corps ne me satisfait plus. Ou alors, je veux changer de travail car mon quotidien est devenu trop monotone. Si la plupart des projets émergent afin de répondre à des problématiques, il faut être conscient du fait que dans tout le cycle de réalisation du projet, de nouveaux irritants feront leur apparition. Il s'agit donc de les identifier afin d'estimer qu'ils ne soient pas pour vous un coût supérieur à celui auquel vous souhaitez initialement répondre. Il s'agit là d'un élément crucial pour maintenir un niveau de motivation optimal sur toute la durée du projet. Afin d'identifier les problèmes que vous êtes susceptible de rencontrer dans votre projet, vous pouvez dresser une liste que vous compléterez en plusieurs temps selon les idées qui viennent à vous. Vous pouvez par exemple vous poser les questions suivantes. Quelles sont les raisons majeures qui me motivent à m'investir dans ce projet ? Quels sont les problèmes que j'identifie qui pourraient me faire abandonner mon projet en cours de route ? Quels sont les problèmes qui peuvent survenir et sur lesquels je peux avoir le contrôle ? Et à l'inverse, quels sont les problèmes qui peuvent survenir et sur lesquels je n'ai aucun contrôle ? D'un point de vue pratique, et afin de vous permettre de passer factuellement à l'action, je vous ai préparé un récapitulatif des différentes étapes évoquées dans cette vidéo que vous pourrez gratuitement télécharger avec le lien situé dans la description. Inutile donc de prendre des notes et concentrez-vous bien sur les propos de cette vidéo. Ceci étant dit, revenons à cette première liste de questions des avantages et inconvénients à poursuivre ce projet. Ce premier questionnement va vous permettre de voir un peu plus clair sur les contraintes qui accompagnent votre projet. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Plus vous chercherez de la transparence, plus les questions seront le reflet de la clarté de votre projet et vous permettront d'estimer un premier niveau de motivation dans la réalisation de celui-ci. Mais allons un petit peu plus loin. Nous avons très souvent des envies de changement dans lesquelles nous nous imaginons nous investir dans tel ou tel projet. Mais entre un simple fantasme et un vrai désir de changement, il y a souvent une différence conséquente. Cette différence peut être une mauvaise identification entre des bénéfices primaires et secondaires. Si par exemple vous souhaitez arrêter de fumer, vous devez d'abord vous interroger si vous le souhaitez vraiment et quelles en sont les motivations. Souhaitez-vous arrêter de fumer parce que vous ne voulez plus peiner lors des merveilleuses randonnées que vous offre votre région, ou simplement pour faire plaisir à votre conjoint, ou même pour des raisons financières ? Mettre en lumière les différents bénéfices et inconvénients générés par le projet va grandement faciliter notre engagement à passer à l'action. Pour cela, je vous propose une liste de questions prêtes à l'emploi afin de préciser la tenue des bénéfices liés à votre projet. Une première question est le pourquoi je veux réellement entreprendre ce projet. Quels sont les aspects positifs que je peux en tirer si le projet aboutit ? Quels sont les aspects négatifs, cette fois-ci, que je peux imaginer si le projet aboutit également ? Qu'est-ce que je risque si le projet ne se fait pas ? Qu'est-ce que je risque si le projet se fait ? L'approche peut paraître un tantinet scolaire, mais c'est une façon simple et efficace de procéder. En répondant à ces questions, vous allez mettre en lumière les éléments sur lesquels vont pouvoir s'enraciner votre motivation. Vous devez comprendre que la motivation n'est pas un état qui se manifeste par hasard, mais au contraire qui résulte d'un cheminement. La motivation n'est pas non plus un état stable, elle est en mouvement perpétuel et doit être en permanence entretenue et développée pour tenir sur le long terme. Passer ces questionnements a plusieurs énormes avantages également. Le premier avantage étant de mettre de la clarté sur des pensées initiales, souvent trop chimériques et distantes de la réalité. En passant par ces questions, vous allez vous contraindre à des projections mentales bien plus factuelles qui pourront éventuellement vous permettre de réviser l'estimation originelle du projet. Et c'est là qu'intervient un second avantage du questionnement, celui de gagner du temps et des coûts. Prenons le cas de Julien. Après 10 années de bons et loyaux services au sein de son entreprise, la routine s'est installée dans le quotidien de Julien. Contraint par une nouvelle approche managériale plus contrôlante, Julien est désormais l'otage d'un manque de motivation et transforme chaque jour en une épreuve à part entière.
Il est temps pour Julien de sauter le pas et de monter sa propre entreprise. D'autant que l'idée lui a toujours trotté dans la tête. Julien est enthousiaste dans la perspective de cette nouvelle aventure et tombe par hasard sur cette vidéo. Vous me pardonnerez bien sûr quelques facilités de scénario. Il décide de répondre à chacune des questions du formulaire afin d'attirer un maximum de chances de réussite pour son projet. Et là, c'est une douche froide. Aux réponses obtenues, Julien s'aperçoit que le projet de monter sa propre entreprise l'expose, à ses yeux, à davantage de problèmes que ceux qui l'ont motivé à envisager de quitter son emploi. Il finit par se raviser et abandonne son projet jugé par lui désormais inconcevable. C'est un peu caricatural et réducteur, mais en procédant ainsi, Julien a gagné du temps, de l'énergie et de l'argent. Le dernier avantage de l'interrogation pré-projet repose sur le fait qu'il met en lumière les sources de motivation qui sont à l'origine de cette initiative. Ces éléments peuvent être de bons ou de mauvais supports de motivation que l'on se doit de connaître si l'on veut transformer un projet en réussite. En répondant à ce grand « pourquoi », vous mettez en place une véritable boussole sur laquelle vous pourrez vous reposer lors des moments de doute. La première étape est terminée. Les premières interrogations ont révélé votre volonté initiale à la mise en œuvre du projet. Il va maintenant falloir agir. Vous devez entrer dans la partie, vous mettre en mouvement et ne pas vous arrêter. Lorsque je parle de partie, de jeu, je sous-entends des normes implicites que je me dois de vous rappeler. Ces normes sont importantes et nécessitent d'être parfaitement comprises et intégrées, alors concentrez-vous bien. Imaginez-vous impliqué dans un jeu ou un sport, quel qu'il soit, qui s'appuie sur l'opposition de deux protagonistes ou de deux équipes. La partie commence. Les issues de celle-ci ne sont pas infinies et seront sans appel. Durant toute la durée de la partie, l'avantage peut être tantôt pris par l'une ou l'autre des parties. Des erreurs sont faites de part et d'autre, et aux conséquences variables, jusqu'au moment où l'un vient à céder. Et avant même la fin du jeu, l'issue est déjà écrite. Arrêter une partie ne signifie pas une erreur, mais une défaite. C'est un peu comme dans un combat, dès que vous commencez à combattre, vous allez prendre des coups. Et vous devez en avoir suffisamment conscience et l'accepter. Mais cela ne signifie pas que vous avez perdu le combat. En revanche, si un coup vous fait abandonner, c'est terminé pour vous. Sachez qu'il s'agit de la même chose pour un projet. Vous devez entrer dans la partie et y rester. Pourquoi, selon vous, 99 des personnes qui s'engagent dans un régime pour perdre du poids finissent par en regagner ? Là encore, il s'agit de s'interroger afin de mettre en place une procédure d'action précise et destinée à la forte rentabilité. Pour chacun de vos projets, répondez donc d'abord à ces questions. Comment entrer dans la partie ? C'est-à-dire par quelles actions concrètes puis-je commencer pour lancer mon projet ? Vous devez également vous fixer une date de réalisation courte. Quoi faire rapidement à ma portée pour me mettre sur les rails de la mise en œuvre ? Eh bien, des tâches réalisables facilement. En multipliant les tâches qui se solderont par des succès, vous allez entraîner votre état d'esprit à une attitude de vainqueur. Dans le cas contraire, vous le conditionnerez à celui du perdant. Vous choisirez également des tâches réalisables rapidement et fixez une date d'échéance la plus tôt possible, idéalement dans la journée ou au maximum une semaine plus tard. Enfin, vous prendrez des tâches qui ne dépendent que de vous. Pour la phase d'amorçage, vous devez éviter absolument les tâches qui nécessitent autre chose que votre propre volonté. En faisant cela, vous prenez la pleine responsabilité de votre productivité et vous ne laissez place à aucun évitement qui entrave votre progression. Concentrez votre énergie sur ce que vous pouvez contrôler plutôt que de vous épuiser sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Élaborez un plan d'action, décomposez vos objectifs en étapes plus petites et gérables, passez à l'action. Ne laissez pas la peur ou l'incertitude vous paralyser, commencez par de petits pas et progressez graduellement. Afin de mettre tout cela en musique, vous allez maintenant faire des choix, fixer des objectifs et travailler votre détermination à les réaliser. Je vais maintenant vous montrer comment fixer des objectifs qui seront porteurs de réussite à coup sûr. Vous devez prendre le plus grand soin à cumuler quotidiennement de multiples petites victoires et éviter de vous exposer le plus possible à des défaites aussi minimes soient-elles. Il s'agit de vous conditionner à développer un état d'esprit de gagnant. Construisons ensemble un premier objectif sur un projet de type changement d'emploi. Le premier critère de l'objectif est qu'il doit vous être propre, compréhensible, clair et précis. Cela peut être par exemple de mettre entièrement à jour son CV. Évitez les tâches trop génériques du style « changer de job ». Le second critère d'un objectif de qualité est de savoir si l'on peut mesurer qu'il est atteint en une réponse simple, atteint, pas atteint. Dans notre exemple,
Mettre à jour entièrement mon CV d'ici 48 heures. Atteint, pas atteint. Le troisième critère est qu'il doit être atteignable. Il sera donc inutile de se dire que l'on pourra mettre à jour son CV d'ici 48 heures si vous êtes en week-end dans un refuge de haute montagne entre amis. L'objectif devra être suffisamment ambitieux et en tout point de vue réalisable. Enfin, votre objectif devra être temporellement défini. Dans notre exemple, nous nous donnons comme échéance d'ici 48 heures. Un petit conseil, évitez les estimations de temps comme le plus rapidement possible. Évitez également les échéances à long terme, car comme évoqué dans la loi de Parkinson, le travail s'étale jusqu'à occuper tout le temps disponible à son achèvement. L'idée ici étant de travailler plus en moins de temps possible. Nous voilà maintenant équipés pour établir des objectifs concrets et il est temps maintenant de prendre des décisions. La décision est un élément crucial dans la réussite d'un projet car elle jugule justement la décision. C'est là même qui entrave la capacité de progrès. En effet, l'indécision est selon moi plus nuisible que la mauvaise décision car elle paralyse l'action et empêche le progrès. Pour atteindre nos objectifs, nous devons nous préparer à prendre des décisions à la fois rapides et judicieuses. Pour cela, nous allons procéder en 4 étapes, dont la première repose sur la collecte d'informations pertinentes qui peuvent être liées à la décision à prendre. La deuxième étape consiste à analyser rationnellement les informations recueillies. Après cette analyse, vous allez pouvoir consulter des personnes de confiance afin de mettre en lumière différentes perspectives. Vous pourrez ensuite passer à la dernière étape qui se matérialise par une décision finale, claire, définitive, et c'est très important, dont la responsabilité de choix est parfaitement assumée. Rappelons ici que le succès n'est pas le résultat de la chance ou de circonstances fortuites, mais plutôt de la combinaison d'un travail acharné de persévérance et de la capacité à prendre des décisions judicieuses. Faisons maintenant un petit tour sur l'autodiscipline. Un conseil. Ayez toujours un œil sur votre manière de fonctionner. Surveillez-vous. Imaginez 2 rôles que vous endossez continuellement à tour de rôle dans votre vie et particulièrement quand vous allez vous mettre en action pour votre projet. Le premier rôle, c'est celui du général. C'est lui qui pense et c'est surtout celui qui décide et qui assume. Le second rôle est celui du soldat. Son rôle est simple, il exécute, point barre. Si vous voulez avancer dans vos projets et les réussir, vous allez continuellement alterner chacun de ces rôles. Si vous devez par exemple vous mettre sur une tâche d'importance qui ne vous plaît pas et que vous traînez des pieds pour la réaliser, vous allez endosser le rôle du soldat. Vous laisserez vos états d'âme de côté et vous passerez à l'action. Choisissons maintenant un nouvel exemple pour le rôle du général cette fois-ci. Vous devez changer de voiture et vous avez jeté votre dévolu sur une liste finale de 3 modèles. Voilà plusieurs semaines que vous repoussez la date de contractualisation car vous n'arrivez pas à vous décider. En endossant le rôle du général, vous allez trancher et assumer pleinement votre choix. N'oubliez pas que choisir est aussi un acte de renoncement et que chaque jour comporte son lot de choix sur lesquels nous devrons nous positionner. Si je décide de me soumettre, j'accepte mon sort sans regret. De la même façon, si je décide de m'opposer, j'accepte les circonstances de mon adversité. En appliquant ce principe du général et du soldat au quotidien, vous allez développer une force, une productivité et un équilibre sans cesse croissant, je vous le garantis. Nous finirons cette vidéo en portant notre attention sur la détermination. Comme le dit une expression anglaise bien connue, aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie. Comme vous l'aurez compris, cette expression signifie que chaque jour est une nouvelle opportunité de commencer à vivre sa vie de manière différente. Ce changement va s'appuyer sur un principe simple que nous avons évoqué tout le long de cette vidéo, la motivation. Mais en fonction des efforts et de la durée sur laquelle fournir ces efforts, il faudra à coup sûr bien plus. Vous ne devrez pas être seulement motivé, vous devrez être déterminé. La détermination va vous permettre de transformer l'essayer en réaliser. En exploitant notre détermination, nous nous formons et nous nous transformons en apprenant patience, persévérance et résilience. Vous devez et allez être inarrêtable. Chaque petit pas, aussi minime soit-il, est un pas vers la réalisation de chacun de nos projets. Vous avez maintenant toutes les armes pour attirer la réussite sur chacun de vos projets. Afin de vous aider, je vous ai préparé une fiche récapitulative que vous pourrez utiliser pour chacun de vos futurs projets. Testez-la, améliorez-la selon vos propres inspirations. Je ne peux que vous encourager à mettre en application tous les conseils et la méthode que je vous ai présentés. Faites en sorte de pouvoir transformer ce que vous devez faire en ce que vous voulez faire. N'oubliez pas que l'accès à la réussite est un cheminement qui s'inscrit dans la durée et les efforts. Portez-vous bien.